Alors, on refait les présentations rapidement parce que c'est pour que ceux qui veulent regarder le replay puissent avoir puissent savoir au moins à qui il s'adresse. Donc, je m'appelle Olivier Simoulin, je suis donc sophrologue, coach professionnel PNL, je suis aussi hypnopraticien et je co-anime avec Eric ici présent ce webinaire sur comment prévenir et gérer les conflits pour les deux clés restantes après avoir téléchargé l'e-book sur les émotions. Donc voilà, maintenant je vais te donner la parole, Eric, et puis tu pourras commencer justement ce webinaire et démarrer avec tout ça. À bientôt, merci. Merci Olivier, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Eric, je suis coach professionnel, coach PNL et également hypnopraticien. Donc, le premier outil qu'on va vous présenter ce soir, c'est le carré fondamental, appelé aussi le carré magique. Donc, Olivier, si tu veux bien lancer le document. D'accord. Donc je vais lancer ce document et je vais te donner la main. Merci Olivier. Alors, le carré fondamental. Le carré fondamental, c'est un outil qui a été créé dans les années 90 par un coach hollandais, Daniel Hoffman. Il a créé cet outil pour former les managers, pour les aider à prendre conscience de leurs qualités innées, pour les aider à prendre conscience aussi de leurs risques dans les moments de stress, et pour qu'ils puissent se fixer des pistes d'amélioration dans le cadre de leur développement professionnel ou personnel. C'est un outil qui a eu beaucoup de succès, qui s'est rapidement développé dans le milieu du coaching. Et Daniel Hoffman a conçu cet outil avec l'idée que c'est en s'appuyant sur nos qualités premières, nos points forts, en ayant conscience de ces qualités et en les utilisant à bon escient, sans tomber dans l'excès, que l'on agit au meilleur de soi-même. Donc, c'est un outil qui est également très puissant pour avoir une meilleure connaissance de soi, hein, comme je viens de vous l'expliquer, en prenant conscience de ses qualités, de ses risques sous stress, de ses challenges, de ses pistes d'amélioration dans le cadre d'un développement personnel ou professionnel. Et aussi en prenant conscience de ses allergies, on va avoir une bien meilleure connaissance de soi. Les allergies, j'y reviendrai un peu plus en détail dans quelques instants. C'est un mot qui n'a pas été choisi au hasard par Daniel Hoffman. C'est un outil aussi qui permet de eh ben, comprendre et résoudre les conflits relationnels en allant vraiment au cœur des conflits, en comprenant ce qui se passe dans la relation, on arrive vraiment beaucoup plus facilement à trouver des solutions. Et enfin, c'est un outil qui va permettre de donner du feedback. Un feedback, c'est un retour, une information que l'on donne à une personne quant à l'impact de son comportement sur les autres, sur l'environnement. Et avec le carré fondamental, on peut donner un feedback de manière efficace et élégante. Alors, les éléments du carré. Donc, le carré se compose de 4 parties, 4 cases. Dans cette première case, on va trouver une qualité innée, qui est une force. Donc, Daniel Hoffman insiste bien sur le caractère inné de la qualité. C'est quelque chose que l'on a en nous depuis toujours. C'est quelque chose que l'on nous reconnaît depuis toujours. C'est pas quelque chose que l'on a appris, c'est pas une compétence, ça vient pas de notre expérience ou d'un apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là en nous. Pour arriver à déterminer ces qualités, vous pouvez hem, vous rappeler les compliments que les gens vous font ou les choses qu'ils admirent chez vous. Ces qualités fondamentales, ce sont des choses que vous faites vraiment naturellement, facilement, alors que pour d'autres, c'est compliqué ou ça demande des efforts. Dans la deuxième case du carré, on va trouver ce qu'on appelle le piège ou le risque. Et ce piège, c'est ce que devient ma qualité quand je la manifeste, quand je la mobilise à l'excès. Et pour arriver à identifier vos pièges, vous pouvez déjà considérer les défauts que vous connaissez de vous-même et vous pouvez aussi vous demander ce que les gens vous reprochent dans les situations de conflit, dans les moments tendus. Vous savez, cette fameuse phrase qui commence par «Ah, mais t'es vraiment trop», 3 petits points, hein, vous pourrez compléter la phrase et ça vous donne une indication sur vos tendances, vos pièges. Dans la troisième partie du carré,
Donc, on a ce qu'on appelle le challenge. Le challenge, ce sont les pistes d'amélioration qui peuvent être utiles dans le cadre d'un développement personnel ou professionnel. Ce sont toutes les choses qu'on va pouvoir mettre en place pour être plus équilibré intérieurement. Et ce challenge, ça peut être un challenge qu'on s'est fixé personnellement. Ça peut être aussi un challenge que les autres vont nous proposer. Souvent, les autres vont nous conseiller ou vont nous inviter à aller dans le sens de ce challenge. Et ce challenge, c'est l'opposé positif du piège. Et enfin, dans la quatrième partie du carré, donc on a ce qu'on appelle l'allergie. Donc, Daniel Hoffman a choisi ce mot, allergie, parce que c'est vraiment comme une réaction du corps, une réaction systématique. Comme pour une allergie, on ressent quelque chose en nous qui nous signale qu'il y a un problème et on fonctionne de la même façon dans les relations. Il y a des choses qui vont vraiment nous alerter comme ça, qui vont nous faire réagir de manière incontrôlée, indésirable souvent. Et donc, c'est la dernière partie du carré. Et Alors, on peut préciser que c'est ce qu'on n'est pas, hein. C'est ce qu'on ne veut pas être, hein. oui, bien sûr, c'est pour opérer une allergie, c'est vraiment les choses que l'on déteste chez les autres ou chez soi-même. Et quand on est au contact de cette allergie, c'est ce qui va nous faire entrer en stress et nous amener directement dans le piège. Mais ça, on le verra dans Hum. quelques instants. Donc pour les personnes qui sont plus visuelles, peut-être qu'avec ce schéma, ce sera plus clair pour vous. Donc, on a bien la qualité fondamentale qui, à la base, est quelque chose de positif, hein, quelque chose de bon, mais qui, utilisé à l'excès, va nous amener à notre piège. Et donc, le challenge est bien l'opposé positif de notre piège. Et l'allergie, hein, dont on parlait à l'instant, ce serait notre challenge s'il était mobilisé à l'excès. Et souvent, quand on nous conseille, quand on nous propose un challenge, on va s'imaginer qu'on va devenir ce challenge de manière excessive. Et la qualité fondamentale de base est bien l'opposé positif de l'allergie. Dans un carré fondamental, la qualité et le challenge sont toujours connotés de façon positive, alors que le piège et l'allergie sont connotés de manière négative. Et vous voyez au centre la croix qui représente en fait la relation entre les éléments du carré. On a un premier axe donc qu'on appelle l'axe de développement qui relie la qualité au challenge, et donc c'est l'axe positif. Et d'ailleurs, quand on a mis à jour tous les éléments du carré, la question magique à se poser, c'est comment je peux à la fois m'appuyer sur ma qualité de base et en même temps intégrer mon challenge. Et on a donc la diagonale opposée qui relie l'allergie au piège, donc on pourrait appeler l'axe négatif. Et donc ça fonctionne bien dans ce sens, hein, c'est l'allergie qui va nous faire rentrer en stress et foncer directement dans notre piège. Quand on est en contact de notre allergie, eh bien, on tombe dans notre piège, dans notre Exactement. Ce sera Donc plus pour, clair encore avec un exemple que tu vas nous présenter. et voilà l'exemple. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui a pour qualité fondamentale d'être confiante. Elle a ça depuis toujours. C'est quelque chose de naturel pour elle d'avoir confiance en elle. Et quand elle exprime cette confiance de manière eh ben, disproportionnée, elle va avoir tendance à tomber dans son piège et à prendre des risques inconsidérés, devenir une personne téméraire. Et du coup, pour cette personne téméraire, le challenge, ce serait de devenir prudent. Mais quand elle entend les gens lui demander de devenir plus prudente ou quand elle envisage de le devenir elle-même, elle s'imagine développer cette prudence à l'excès, devenir une personne craintive. Et être une personne craintive, c'est vraiment son allergie. C'est ce qui va la faire entrer en stress et qui va la faire foncer directement dans son risque. Donc, quand elle est confrontée à des gens qui peuvent être craintifs ou si elle sent qu'elle devient elle-même craintive, elle va avoir tendance à devenir téméraire et agir de manière un peu inconsidérée. Donc, sa qualité fondamentale de confiance, hein, c'est bien l'opposé positif de son allergie, ce serait de devenir craintive. Et on a bien donc la prudence qui va être l'opposé positif de son côté téméraire qui est son piège. Ce qui est important de savoir pour le carré fondamental, c'est que c'est la personne qui doit définir elle-même ce qu'elle devient quand elle tombe dans son piège ou alors quand elle mobilise son challenge à l'excès.
Parce qu'on pourrait prendre une autre personne avec la même qualité fondamentale de confiance et peut-être que cette personne, quand elle mobiliserait cette confiance à l'excès, elle ne deviendrait pas téméraire, mais peut-être qu'elle deviendrait prétentieuse. C'est un exemple. Et dans ce cas-là, si cette personne a tendance à devenir, prétentieuse dans les moments de stress, son challenge, ce serait plutôt de faire preuve d'humilité. Et peut-être que cette personne, en imaginant, devenir quelqu'un de plus humble, va s'imaginer qu'elle va devenir, quelqu'un qui doute et pour elle, le doute, ce serait son allergie et ce serait bien aussi l'opposé de la confiance qui est sa qualité de base et ça peut être encore toute autre chose, hein. Cette personne, une autre personne confiante pourrait, par exemple, si c'était dans la relation avec les autres, quelqu'un qui fait confiance naturellement aux gens, son piège, ce pourrait être d'être un peu naïve et de se faire avoir par les autres. Et dans ce cas-là, son challenge, ce serait de faire preuve de plus de lucidité. Mais cette personne pourrait craindre qu'en faisant preuve de plus de lucidité, elle deviendrait quelqu'un de suspicieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'a pas envie. De douter des autres, c'est quelque chose qui déclenche son stress, qui va l'amener directement dans son risque. Voilà pour les exemples de carré. Alors maintenant, vous allez me dire, donc c'est intéressant pour mieux connaître son fonctionnement, mais comment ça se passe dans la relation avec les autres et en quoi ça peut générer des conflits. Donc le double carré, comme vous le voyez sur l'image, c'est quand le carré d'une personne vient s'imbriquer dans le carré d'une autre personne. Et donc l'allergie d'une personne se superpose avec le piège d'une autre personne. Alors là aussi, bien sûr, je vais vous donner un exemple pour vous illustrer le double carré, mais peut-être que vous pouvez déjà imaginer ce que ça peut donner en termes de relation quand l'allergie de quelqu'un se superpose avec le piège d'une autre personne. Donc on va prendre, l'exemple, d'un couple, par exemple, avec, Bleu qui, lui a comme, qualité, naturelle d'être, économe, il dépense son argent de manière, raisonnée et à l'excès, quand il est dans son risque et dans son piège, il peut avoir tendance à devenir radin. Donc pour lui, le challenge, ce serait de développer son côté généreux, mais en imaginant, en envisageant développer son côté, généreux, il pense qu'il va devenir quelqu'un de dépensier et ça, c'est son allergie. Si, il est confronté à quelqu'un de dépensier ou s'il a l'impression d'être lui-même dépensier, il va foncer directement dans son risque et devenir, radin. Rose, quant à elle, est quelqu'un de généreux et quand elle est dans son risque, elle va avoir tendance à devenir dépensière. Donc le challenge pour elle, ce serait de développer son côté économe, mais quand elle, envisage de développer son côté économe, elle pense qu'elle va devenir quelqu'un de radin et pour Rose, c'est vraiment son allergie. Si elle est confrontée à quelqu'un de radin ou si elle a l'impression qu'elle-même devient radine, elle va foncer dans son piège et devenir plus dépensière. Imaginez toujours ce couple qui a pris, un après-midi pour aller faire, les courses de Noël dans un supermarché et Bleu constate que Rose commence à remplir le caddie et à enchaîner les achats de manière un petit peu impulsive et quand il constate ça, hem et ben, ça active chez lui son allergie et ça l'amène du coup à foncer dans son risque et à devenir plus radin. Il va commencer à faire des commentaires sur chacun des articles que Rose choisit, à lui demander si c'est pas trop cher par rapport à leurs moyens ou à demander à qui elle compte offrir tous les cadeaux qu'elle met dans le caddie et Bleu va devenir de plus en plus désagréable et de plus en plus radin et à ce moment-là, en devenant plus radin, il active l'allergie de Rose qui, elle, quand elle est confrontée à quelqu'un de radin, elle va avoir tendance à foncer directement dans son risque et à devenir encore plus dépensière. Alors plus Bleu est radin et plus elle devient dépensière et plus elle devient dépensière et plus Bleu devient radin. Donc vous avez compris, le couple est enfermé dans un cercle, infernal et pour sortir de ce cercle vicieux, la seule moyen pour Bleu et pour Rose, c'est déjà de prendre conscience de leur carré, de prendre conscience du carré de l'autre pour pouvoir ensuite, communiquer et éventuellement, trouver un compromis, entre le challenge de l'un et le challenge de l'autre.
Donc, une fois qu'on a mis à jour tous les éléments du carré, on peut apporter un feedback efficace et constructif. Et pour cela, donc, on va d'abord s'appuyer sur la qualité de l'autre. C'est la première chose qu'on va mentionner pour faire ce feedback. Ensuite, on va aussi mentionner le risque que l'on a remarqué chez l'autre. On va bien sûr rassurer la personne en lui expliquant qu'on ne va pas lui demander de devenir son allergie. Et enfin, on va inviter cette personne à associer sa qualité naturelle avec son challenge pour qu'elle soit plus équilibrée. Donc, pour vous illustrer tout ça, je vais prendre l'exemple de Bleu qui pourrait faire un feedback à Rose quand il constate qu'elle devient de plus en plus dépensière. Donc, Bleu pourrait dire à Rose, Rose, j'ai remarqué chez toi cette belle qualité de générosité. J'ai aussi remarqué que sous stress, tu pouvais devenir dépensière. Et bien sûr, je ne te demande pas de devenir radine, mais je pense qu'en étant plus économe et en gardant ta belle qualité de générosité, tu gagnerais en équilibre et nous pourrions faire les courses de Noël ensemble dans dans une atmosphère beaucoup plus épanouie. Voilà, c'est le genre de feedback que Bleu pourrait proposer à Rose. Il pourrait ensuite, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place une forme de négociation en disant, «Si je m'engage, à, peut-être être plus généreux, est-ce que toi, de ton côté, tu t'engages à faire un peu plus attention aux dépenses?» Et comme ça, on pourrait passer une bonne après-midi et faire, ses courses de Noël, avec plaisir. Et on est arrivé à un accord en plus et qui va amener à plus de compréhension et d'acceptation de chaque côté. Exactement. Donc pour conclure sur, le carré fondamental avant de passer au prochain outil, donc les enseignements que l'on peut tirer du carré. Le premier enseignement, c'est que les critiques que l'on reçoit nous renseignent en fait sur nos qualités premières. Donc ça, c'est une belle façon de relativiser les critiques, hein. La prochaine fois que vous recevrez une critique, demandez-vous quelle belle qualité vous avez mobilisée à l'excès pour qu'on vous fasse cette critique-là. Et en revenant toujours à la qualité, c'est voilà, une manière, une façon de regarder les choses qui est plus constructive. Ensuite, Daniel Hoffman disait que nos allergies sont nos maîtres, dans le sens où on devrait apprendre à faire un peu plus ce que les gens qui nous agacent font beaucoup trop. Donc dans le carré, vous l'avez compris, tout est question d'équilibre, que ce soit dans son propre carré ou dans un double carré, hein, dans la relation. On cherche toujours à compenser quelque chose qu'on n'a pas et on a l'impression qu'on doit en faire beaucoup plus pour compenser ce manque. Et donc la formule magique, c'est qu'en combinant donc notre qualité première avec notre challenge, on fait disparaître, comme par magie, nos pièges et nos allergies. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui demande de la pratique, hein, mais c'est vraiment un outil qui est très puissant dans le cadre des relations et de la gestion des conflits. Et enfin, il faut voir le carré comme quelque chose qui fait résonance, qui fait écho en nous. En prenant conscience du carré d'une autre personne, ça va nous renvoyer à nos propres comportements limitants, hein, c'est l'effet miroir. Et en envisageant du coup l'axe de développement, vous vous rappelez, c'est l'axe qui relie la qualité au challenge, que ce soit celui de notre propre carré ou celui du carré de l'autre, ça permet de retrouver espoir et d'envisager la relation de façon plus positive, plus constructive. Voilà, une fois qu'on a réussi à comprendre qu'il y avait un axe de développement, on arrive à sortir de situations qui paraissent sans issue et complètement figées. Voilà pour le carré fondamental. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On répondra tout à l'heure aux questions quand Olivier aura terminé la présentation donc, du prochain outil. Donc Olivier, je vais te laisser enchaîner. Et quand on aura aussi arrêté l'enregistrement pour les personnes qui ne veulent pas forcément être dans l'enregistrement. Ok, merci. Je vais reprendre la main. Oui, Je vais passer donc sur ce partage-là et je vais faire en sorte de bien reprendre la main. À mon tour maintenant, donner et recevoir du feedback. Alors déjà, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un feedback, parce que tu en as parlé pas mal tout à l'heure, Eric.
mais le mot, c'est un anglicisme. Le feedback, je pense que tout le monde le sait, mais on va quand même faire un point là-dessus. Le feedback, donc, c'est une information qui est donnée à une personne sur l'impact de son comportement dans l'environnement. En gros, c'est un retour d'information par rapport à ce que j'ai perçu de l'autre, ce qu'il m'a envoyé comme message verbal et non verbal. Et c'est, comment dire, lui dire ce que je pense de lui, de son comportement ou d'une information qu'il m'a donnée ou du non-verbal qu'il a exprimé, par exemple. Alors, l'objectif du feedback, il a pour but d'aider la personne qui le reçoit à prendre conscience de ses comportements et de leur impact sur les autres. Ce qui est important dans un feedback, justement, c'est de ne pas s'axer uniquement sur le négatif parce que ça ne va pas aider la personne, justement, à pouvoir prendre le feedback. Donc, elle saura ainsi quels comportements modifier et comment les modifier, si elle le juge utile. C'est bien ce que je disais par rapport à ça. Si elle le juge utile, on l'a souligné parce que si elle considère que son comportement est adapté et qu'elle reste campée sur sa position, ça voudra dire qu'elle n'aura pas pris le feedback. C'est pour ça qu'il est important de donner un feedback à une personne de façon bienveillante et dans un but euh, pour elle qu'elle prenne conscience justement de ses comportements, son impact sur les autres et qu'elle puisse le modifier justement. Et ça, c'est important de le préciser, comme tu le fais, Olivier, parce qu'effectivement, un feedback, c'est une piste d'amélioration, c'est une proposition que la personne est libre de prendre ou non. C'est ça, exactement. Donc, faire la distinction entre le feedback d'appréciation du type ton travail m'a beaucoup plu, qui sert à maintenir une bonne relation mais ne donne pas d'informations pratiques. En gros, c'est dans le feedback, ça va être on va donner que le positif, mais on garde en cachet ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on voudrait voir changer chez l'autre, juste dans le but de maintenir justement une bonne relation. Et voilà, donc ça peut entretenir une relation, effectivement, mais ça peut aussi entretenir euh, tout un tas de non-dits, de choses qui ne sont pas exprimées et qui permettraient d'avoir une meilleure relation. Enfin, un feedback il y a aussi le feedback informatif, donc lui qui va être basé sur des faits observables. Alors, on parle de VACOG externe, nous, PNListes. Le VACOG, c'est simplement les cinq sens, hein. C'est visuel, auditif, kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, le ressenti, l'odorat et le gustatif. Et il y a le VACOG externe, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qui s'exprime. Et le VACOG interne, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, le dialogue interne qu'on pourra avoir avec soi-même, etc. Donc, toujours faire un feedback informatif basé sur des faits observables externes, c'est-à-dire, eh ben, par exemple, on va pouvoir donner un feedback sur ce que la personne a dit. Donc là, on aura bien quelque chose qui est externe, c'est quelque chose d'exprimé, de l'auditif externe, mais ça peut être aussi sur son non-verbal, c'est-à-dire tout ce qu'elle montre par exemple, les mimiques de son visage, les expressions donc, du visage, mais aussi la posture du corps, si le corps est en avant, si le corps est en arrière, si elle a une posture plutôt agressive ou non. Voilà, tout ça va permettre de donner des informations et c'est sur ça qu'on pourra donner ce feedback informatif. Voilà, ils n'ont pas le même objectif, comme on voit bien. Les deux sont utiles, mais ce n'est pas dans le même objectif. Alors, la manière de faire passer un message va déterminer l'impact et la qualité de la relation qui va suivre. C'est-à-dire, alors, comment dire de manière efficace et élégante des choses difficiles à entendre pour l'autre? Voilà. C'est-à-dire que si je fais passer mon message avec un ton plutôt, comment dire, qui va marquer mon agacement, qui va montrer mon agacement, la personne en face va pas forcément bien le prendre et donc ça va pas être la meilleure façon, la manière la plus efficace et élégante de lui faire entendre ce qu'on a à lui dire. Et elle va pas le prendre du coup. Donc, comment donner et recevoir des messages importants, c'est ce qu'on va voir. C'est surtout quand je crois avoir raison sur le fond que je dois soigner la forme. La remarque, l'expression est très juste. Si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous portez comme message,
eh bien, essayer de le faire passer le plus agréablement possible en y mettant les formes. Ça permettra à la personne d'en face de pouvoir accepter ce feedback, de le prendre et de pouvoir se modifier, se changer. Et c'est quand on est vraiment convaincu d'avoir raison qu'on a tendance à justement ne pas mettre les formes et de dire Exactement. les choses de manière un peu brutale. C'est ça, oui, parce qu'on est habitué un petit peu dans notre société quand même à être dans la confrontation, dans la compétition, d'être dans celui qui va toujours avoir raison, qui va avoir le dernier mot, et pas justement dans une communication qui serait plutôt bienveillante et dans un but de, justement d'aller sur une piste d'amélioration pour l'autre, plutôt que de vouloir à tout prix le convaincre et se donner de l'importance. Alors, le fond, un certain état d'esprit. Un feedback est donné à partir d'une position donc, de respect et de confiance en soi et en l'autre, la position gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je veux que la personne prenne le feedback et qu'elle change sa façon d'être, son comportement, eh bien, il faut qu'elle gagne quelque chose. Il faut qu'elle comprenne qu'en se changeant, en prenant ce feedback, elle va pouvoir modifier son comportement et du coup avoir une meilleure relation avec vous. Donc, avoir gagné votre respect, gagné votre confiance et vice-versa. Alors, celui qui donne le feedback met sous sa responsabilité le lieu, le moment opportun pour créer un climat de confiance et de sécurité. On va prendre l'exemple, j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas, à un collègue de bureau, je ne vais pas faire en sorte de lui dire ça dans un couloir où il pourrait y avoir du passage. Euh, et ce qui pourrait en plus, selon son état du moment à lui, déclencher peut-être des éclats de voix qui ne seraient pas justement très sécuritaires ni pour lui ni pour moi, aux yeux des autres et à nos propres aussi yeux par rapport à l'image qu'on va renvoyer. Oui, on évite la plupart du temps de faire des feedbacks aussi devant les autres, hein, si ça concerne que la personne et nous-mêmes, à faire ça voilà, entre quatre yeux, mais éviter les moments publics où, voilà, où il y a des gens pourraient assister à ça et mettre la personne du coup en insécurité et en difficulté. C'est ça. Donc, on parle bien de responsabilité sous sa responsabilité, c'est-à-dire que si on veut que la personne, encore une fois, prenne le feedback, qu'elle sente que vous la respectiez, qu'elle ait confiance en vous et que ça soit gagnant-gagnant, à vous de choisir le lieu et le moment qui serait le plus opportun pour pouvoir faire en sorte que cette personne, ben, en toute confiance, en toute sécurité, reçoive votre feedback, le prenne et change sa façon d'être. Donc, celui qui donne le feedback se met dans l'état émotionnel le plus adapté à l'atteinte de son objectif. C'est-à-dire que si vous avez un reproche à faire sur la dernière conversation que vous avez pu avoir avec votre collègue par rapport à son ton de voix, par exemple, si vous y allez en étant vous-même dans un état colérique, et un état interne qui vous déclenche un comportement agressif, vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif parce que vous allez prendre une position haute par rapport à celui qui est en face et vous allez rentrer dans cette confrontation, dans cette volonté de vouloir imposer à l'autre votre point de vue. Et évidemment, ça ne va pas favoriser justement l'atteinte de votre objectif, de lui faire passer ce message afin qu'il change son comportement. Voilà, donc il faut faire attention à bien maintenir cet état à l'intérieur de soi-même, même si la discussion ne part pas comme vous le souhaitiez, pour que vous puissiez rester toujours dans cette position de respect et de confiance avec l'autre. Voilà, donc il faut s'assurer aussi que l'autre est dans un état émotionnel favorable pour recevoir ce feedback. Comme je vous le disais, si, je ne sais pas, vous êtes en train de le croiser dans le couloir et que vous voulez lui faire votre feedback, assurez-vous que lui-même soit prêt à le recevoir et qu'il ne soit pas dans un moment de stress pour lui, de surmenage ou autre, en lui demandant déjà, tout d'abord, est-ce que j'aurais quelque chose à te dire? Est-ce que ce serait bien le moment pour toi pour pouvoir recevoir mon feedback, justement, ce que j'ai à te dire? Est-ce que ça serait OK maintenant ou est-ce que tu préfères qu'on en reparle un peu plus tard? Et là, on peut utiliser toutes les techniques qu'on a
présenté dans le premier PDF sur la gestion des émotions, par exemple, pour pouvoir rester dans un état interne favorable à une discussion productive. Oui, tu as bien rebondi. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette astuce que vous avez trouvée dans l'e-book pour pouvoir changer votre état interne avant d'aller voir cette personne, effectivement. Donc, le feedback est donné après avoir vérifié que le rapport est établi. Un bon rapport est essentiel pour que le feedback soit écouté avec intérêt. Donc, s'assurer que la personne est disposée à recevoir ce feedback. Donc, comme je vous le disais, c'est d'aller lui demander si c'est le bon moment pour elle, si elle est prête pour pouvoir recevoir votre feedback. Et c'est en ayant son accord que vous pouvez être sûr que la personne est vraiment OK et que le rapport est établi. Alors, j'ai peut-être sauté une étape. Oui, voilà. Alors, dans l'idéal, le feedback est donné le plus tôt possible par rapport à la situation concernée et lorsque la personne est disponible pour écouter. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu d'un autre aspect, c'est l'analyse transactionnelle qui va dire qu'on va, si on garde pour soi des frustrations, des choses non exprimées vis-à-vis d'une personne, on va les collectionner, on va en collectionner, et on va être dans un état interne qui va être de plus en plus dans l'accumulation de toutes ces frustrations qui va nous amener dans de la colère, par exemple, et va déclencher chez nous un rapport avec l'autre qui va être pas juste. Surtout parce que la personne, elle est peut-être déjà passée à autre chose. Si vous ne réagissez pas tout de suite, ou le plus tôt possible, en tout cas après le dernier rapport que vous avez eu avec cette personne qui vous a déplu, vous allez ramener ça sur le tapis peut-être une semaine plus tard ou plus tard encore. Cette personne ne va pas comprendre. Elle n'est plus dans cette discussion, elle n'est plus dans cet état interne qu'elle pouvait être à ce moment-là. Donc, il ne faut pas attendre. Il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et aller parler avec cette personne le plus tôt possible. Effectivement, sinon la personne aura du mal à resituer le contexte, hein, si on attend vraiment trop longtemps par rapport à l'événement en question. Voilà. Donc, le feedback s'appuie sur des exemples précis, sur des faits observables, comme on l'a dit avec le backlog externe, et modifiable. C'est-à-dire qu'il n'est pas OK d'aller porter un feedback sur l'être. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes le manager d'une personne et vous allez la voir et lui dire franchement, ce que tu fais, ça ne va pas, je commence à en avoir marre, tu es nul. Là, le mot nul, tu es nul, ça, ce n'est pas acceptable. Ça porte sur l'être, c'est inconditionnel l'être. Et ça, on n'y touche pas. Ça peut même être assimilé à du harcèlement moral dans la relation en entreprise. Donc, il faut bien se cantonner à des faits observables, des exemples précis qui portent sur ce que la personne fait, dit ou a pu provoquer et qui peuvent être modifiés, mais pas sur qui elle est, la personne. Donc, les interprétations à propos des faits aussi, le lien de cause à effet, par exemple, sont présentées comme des hypothèses et non comme des vérités. C'est-à-dire que c'est toujours de votre position à vous que vous pouvez avoir perçu le message de l'autre comme étant désagréable, comme étant déplacé ou autre. Alors peut-être que la personne en face ne s'est pas mis à votre place aussi, mais vous essayez de faire l'effort aussi de vous mettre à la place de l'autre pour pouvoir essayer de comprendre ce que la personne a essayé de vous dire et de ne pas filtrer son message avec votre vision du monde à vous, vos propres filtres qui pourraient déformer la réalité de ce que la personne aurait pu vouloir vous dire. C'est-à-dire que quand vous allez lui donner votre feedback par rapport à ce qu'elle pourrait avoir dit désagréable avec vous, présentez ça toujours comme des hypothèses. Alors, je ne sais pas, je vous donne un exemple, je ne sais pas si ce que tu voulais me dire, c'était ceci, mais en tout cas, moi, je l'ai perçu comme cela. Voilà, ça permet le peut-être, justement, permet de faire passer le message que ça peut être simplement une hypothèse et que vous ne l'affirmez pas comme étant une vérité, alors que la personne n'avait peut-être pas cette intention-là. Il est essentiel de s'abstenir de tout jugement de valeur et de toute critique personnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'aller parler au niveau identitaire de la personne.
ce que la personne est, ça, c'est pas OK. Et ça peut toucher donc à l'estime de la personne, c'est pas juste. On peut porter des critiques, à faire un feedback sur le conditionnel, c'est-à-dire sur le faire, sur ce que la personne a fait, ce que la personne a dit, mais pas sur qui elle est. Voilà, le feedback utile et bref, c'est-à-dire qu'il doit être court. Hein. Il ne faut pas aller donner, vous allez voir dans le sandwich, trop de jambon. Sinon, l'effet serait contre-productif. C'est-à-dire que la personne, elle va retenir que les critiques négatives à son égard et va rester avec une mauvaise appréciation, un mauvais ressenti de ce feedback et pourrait ne pas le prendre, justement. Donc, veillez à être bref et à être concis et en quantité limitée dans ce que vous avez à dire à la personne sur ses pistes d'amélioration. Oui, comme le but, c'est de faire passer un message, il faut aussi que la personne puisse l'assimiler. S'il y a une quantité de messages trop importante, ce sera indigeste, puisqu'on parle de sandwich pour la personne. C'est ça, exactement. Voilà. C'est comme si vous faisiez un gros sandwich et que vous mettiez beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, ça ne va pas passer facilement. Et bien là, c'est la même chose. Hein. Donc, en termes de contenu, le feedback se construit en 3 étapes. Comme le sandwich, on va commencer par un ou deux faits positifs, observables et factuels. Pour pouvoir déjà amener la personne dans un état de réception et d'acceptation des pistes d'amélioration qu'on va lui donner ensuite. Je reprends par exemple l'exemple que tu avais évoqué tout à l'heure avec le double carré de rose et de bleu. Si, par exemple, Rose voulait amener à Bleu une piste d'amélioration pour qu'il soit plus généreux, si elle commence par lui dire qu'il est radin et que son risque, c'est d'être radin. Voilà, Ça la va conversation pas est mal. mal engagée. Voilà, c'est ça. Il va mal le prendre. C'est comme si lui allait lui dire tout de suite, voilà, t'es dépensière, non, ça va la braquer. Il pourrait plutôt, par exemple, Rose pourrait plutôt commencer par lui dire, j'apprécie, Bleu, ta qualité économe qui nous permet de pouvoir avoir toujours des comptes sains et d'avoir comment dire, bien ne jamais être dans le rouge et pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. J'apprécie beaucoup ça. Par contre, je te demanderais peut-être de pouvoir faire un petit effort en piste d'amélioration et de peut-être aller vers un petit peu plus de générosité, ce qui te permettrait de pouvoir justement prendre toute ta puissance et de pouvoir être, comment dire, dans un développement personnel qui permettrait de rendre nos relations plus agréables. Et enfin, donc là, on vient de faire passer la piste d'amélioration qu'on aurait besoin de lui amener, le comportement qu'on aimerait qu'il change. Donc, ce qui est la partie du sandwich au centre, qui est constructive, qui porte sur les pistes d'amélioration et toujours sur du comportement et non sur la personne elle-même. Hein, toujours faire attention à ne pas porter la critique sur l'être. Et enfin, terminer par un ou deux faits positifs, observables et factuels en lui disant, par exemple, lui amener une autre qualité ou alors peut-être encore en lien. Qu'est-ce que je pourrais trouver, par exemple oui, je trouve ta façon d'être économe vraiment bien et je trouve que c'est une qualité chez toi. Je te demande quand même de bien la conserver parce que cela nous permet de pouvoir, par exemple, profiter de nos vacances en ne rentrant pas chez nous complètement ruinés et ça, j'apprécie. Garde bien ça et garde bien l'œil sur notre façon de gérer et ce qui nous permettra de pouvoir tous les deux de passer de bons moments ensemble et toi de pouvoir avancer. Voilà. Donc, vous voyez, le feedback sandwich, c'est du positif, lui amener à la personne quelque chose, une qualité chez elle que vous aimez, qui est en lien avec la piste d'amélioration.
Ensuite, vous faites passer la piste d'amélioration que vous souhaitez que la personne développe, change, et vous terminez par un ou deux faits positifs observables, si possible en lien aussi avec toujours le sujet que vous avez amené pour que vous soyez et que vous restiez cohérent et que la personne ne se froisse pas et prenne bien le feedback et surtout change son comportement. Ainsi, tous les deux, vous y gagnez. La personne en face, elle va pouvoir trouver dans cette critique constructive une piste d'amélioration et un développement personnel qui lui permettra de pouvoir améliorer sa relation avec vous et vous d'atteindre votre objectif de faire passer cette piste d'amélioration et que l'autre surtout donne satisfaction à votre requête. Voilà. Donc, on va terminer avec ça. Donc, retourner sur le fond, l'état d'esprit. Donc, le feedback, pour résumer, ça se fait avec une intention positive ou un objectif à atteindre pour, par exemple, pacifier une relation. L'auteur du feedback vérifie la clarté de son message et aussi que son intentionnalité a été comprise. Il peut, par exemple, demander à celui qui le reçoit de reformuler ce qu'il a dit et le résultat attendu. Ça, c'est une bonne façon de voir justement si l'autre a bien compris ce que vous vouliez lui faire passer et qu'il n'a pas compris à côté, qu'il n'a pas filtré avec son propre modèle du monde et que vous soyez bien d'accord sur ce qui a été dit et ce qui a été compris. Si un feedback est donné en retour, il se reçoit et s'accueille en silence pour être pleinement à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire. Donc ça, c'est une règle Ça, que vous pouvez établir à l'avance. Hein. Oui, vas-y. c'est difficile, ouais. C'est difficile parfois, mais c'est très important, ouais. Ouais. Et si on arrive à être dans cette posture d'accueil, là, cette posture, comment dire, d'humilité, euh, c'est, ça permet de pouvoir vraiment écouter ce que la personne a à vous dire sans être dans la justification automatique. Et ça permet justement d'améliorer votre rapport à l'autre parce que la personne en face qui est en train de vous donner son feedback, elle se sent écoutée, elle se sent entendue et en plus, elle va comment dire, percevoir chez vous une belle qualité d'humilité justement et de grandeur par rapport à la prise de ce feedback. Oui, c'est aussi se positionner en adulte, hein, C'est ça. d'accueillir en silence le message qu'on a à nous transmettre. Voilà. Donc, on ne se justifie pas d'un feedback. Ce n'est pas une guerre d'arguments. On n'est pas là pour imposer son point de vue à l'autre. Voilà, tout aussi, qui peut être en plus tout aussi valable que le nôtre. Hein. La personne a peut-être bien de bonnes raisons de ne pas être d'accord. Et même si ça peut être difficile à entendre, justement. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce webinaire. On va passer maintenant aux questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Et justement, pour cette phase de questions, on va arrêter l'enregistrement pour la rediffusion pour les personnes qui voudraient avoir le replay, pour préserver justement l'anonymat des personnes qui vont s'exprimer par la suite. En tout cas, on vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a essayé de vous faire passer. Si vous avez justement un feedback à nous faire, n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est l'occasion de le faire et de vous entraîner justement à nous faire votre feedback en sandwich. Vous avez ça justement dans les coordonnées. Vous avez notre email par lequel on vous a envoyé ce lien. Et n'hésitez pas à nous donner du jambon hein, parce que nous, on prend. On aime ça, on aime s'améliorer et on est preneur de tout ce que vous pouvez avoir à nous transmettre. Je vais te On est laisser entraîné. la parole. Ouais, je vais te laisser, ouais, c'est ça, on s'est bien entraîné. Je vais te laisser la parole, Eric, pour terminer et pour informer aussi par rapport à notre stage. Oui, bien sûr, donc, comme disait Olivier, hein, vous pouvez nous faire vos feedbacks. On est entraîné à recevoir du jambon, hein, même si on apprécie, comme tout le monde, le pain. Et du coup, voilà, par rapport aux éléments qu'on a présentés, comme le carré fondamental ou le feedback en sandwich, ce sont des choses que vous allez retrouver dans notre stage.
le 11 et 12 décembre, le stage sur la prévention et la gestion des conflits. Donc, vous pourrez venir avec de vraies situations, hein, des situations qui sont problématiques pour vous, et on vous aidera à construire votre carré, à voir si il est en lien avec le carré de l'autre, hein, si peut-être il y a un double carré qui se joue dans vos relations de conflit. Donc, ouais, ce sera l'occasion de nous apporter ça, de partager avec nous pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Oui, et puis ce sera l'occasion pour vous que ce soit utile, constructif. Et gardez bien à l'esprit quand même que c'est pas parce qu'on a un carré qu'on est figé dans ce carré et qu'on a comment dire, que ce carré aussi. On peut en avoir d'autres, hein, dans d'autres situations. Mais c'est important de le voir et de pouvoir le travailler. Ça permet justement de grandir encore une fois, hein. Donc, merci à tous, merci de votre attention et on espère vous retrouver très vite. À bientôt. Ah, bye bye, merci à tous.